Donc, bienvenue à tous. Merci donc de nous rejoindre aujourd'hui pour participer donc, à ce deuxième numéro des jeudis de l'intelligence artificielle. Nous allons être plusieurs personnes à prendre la parole aujourd'hui au cours de cette heure, à peu près une petite heure aujourd'hui. Donc, dans le cadre de ce regroupement des clubs utilisateurs d'Oracle, on parle au pluriel parce qu'on regroupe en fait l'OFO, mais aussi le club PeopleSoft et JD Edwards. Donc, on est dans un cycle de trois numéros. Hop, je vais passer. On a eu l'occasion, pour ceux qui étaient présents donc le 24 septembre dernier, de se voir une première fois pour faire une présentation générale sur l'intelligence artificielle. Voilà, on a parlé d'historique, les grands concepts. On va avoir l'occasion de revenir rapidement en première partie là-dessus. Aujourd'hui, ça va être un focus essentiellement sur la partie applicative. Alors, par rapport au programme initial, il y a un petit changement, je vais revenir aussi dessus. Et on va avoir l'occasion de se retrouver pour un troisième numéro, donc, qui aura lieu le 5 novembre, qui sera plus axé sur la technologie. Mais on aura aussi le témoignage de quelqu'un de l'extérieur à Oracle qui fera ses retours d'expérience. J'en parlerai également à la fin du webinaire d'aujourd'hui. Donc, trois présentations parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à vous dire en préparant donc, ce contenu. Et donc, avec les animateurs des différents clubs, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir justement 3 webcasts pour pouvoir vous présenter tout l'ensemble de ce contenu-là. Donc, aujourd'hui, un focus sur les apps, avec en particulier, donc, tout d'abord, un rappel de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et donc, Johan Garcia et moi-même allons revenir là-dessus en faisant, on va dire, un digest de ce qu'on a pu faire le 24 septembre dernier. Ensuite, Nathalie Laurien va nous présenter la partie liée à la finance, donc dans le domaine financier, voir quels sont les cas d'usage, comment justement on aborde la partie intelligence artificielle. Ensuite, on va évoquer la partie plus marketing et vente, c'est Roland Kolchakian qui va nous présenter cette partie-là, avec un axe plus basé, on va dire, prospectif de l'intelligence artificielle. Et puis, je vais finir par présenter un cas autour du manufacturing. On rentrera dans l'application pour voir un peu ce qu'il en est, alors sous une forme un peu particulière. Je vous raconterai ça. On avait prévu aussi à l'ordre du jour une intervention autour des applications liées aux ressources humaines, qu'on appelle HCM chez nous. Mais malheureusement, Sylvain Le Tourny, qui devait prendre la parole aujourd'hui, a eu un problème de santé et donc n'a pas pu intervenir ce matin. On aura l'occasion, c'est ce qu'on a déjà évoqué avec Sabine et Valérie notamment, on aura l'occasion de reprogrammer un numéro spécial pour pouvoir présenter justement ce que Sylvain devait évoquer. Donc, pour commencer, je vous propose donc de faire un focus justement sur un peu le rappel de ce qu'est l'intelligence artificielle. On ne va pas refaire ce qu'on a dit, ce qu'on a déjà présenté la fois dernière, mais malgré tout, justement, de resituer les choses parce que tout le monde n'était pas là le 24 septembre dernier. Et donc, voilà, pour vous donner quelques notions de ce qu'est l'intelligence artificielle, comment elle s'imbrique avec d'autres technologies, pourquoi on en parle autant aujourd'hui. Et je vais justement pour cela laisser la parole dans un premier temps à Johan Garcia, donc qui va vous présenter cette partie-là. Merci Eric. Bonjour à tous. Donc, Johan Garcia, donc au club utilisateur JD Edwards. Donc, on a repris quelques slides qui nous ont servi d'introduction de la fois précédente. Simplement, celle-ci est intéressante parce qu'elle montre qu'aujourd'hui, sous le terme intelligence artificielle, il y a plusieurs disciplines en fait qui s'imbriquent ou qui se partagent en fait le marché. Et notamment, en fait, souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle principalement, si on veut être un petit peu dans le vocabulaire scientifique, de 2 technologies qui sont le machine learning et le deep learning. Le deep learning étant un petit peu, en quelque sorte, une extension du machine learning. Si vous voulez, ce sont des algorithmes qu'on va utiliser et sur lesquels on va pouvoir faire de la recherche sur des données.
Donc le machine learning, généralement, ce qu'on va dire de lui, c'est qu'on peut faire de la recherche sur des données non structurées, mais de façon supervisée, c'est-à-dire qu'on va indiquer au machine learning un petit peu des paramètres ou ce qu'on appelle souvent des patterns, un peu des motifs, et on va aller rechercher ces motifs dans un ensemble de données. Donc effectivement, quand on parle d'ensemble de données, tout de suite, on a envie d'introduire assez rapidement la notion de big data. Donc c'est ce que vous voyez sur l'écran, effectivement, qui vient alimenter les données. Donc cette discipline, le big data, en fait, qui vient servir de socle en fait aux travaux du machine learning. Donc généralement, ce sont les data scientists qui peuvent travailler sur ces technologies-là en fait. Mais ce qu'on voit ces dernières années, c'est qu'il y a une forme de simplification de l'usage de ces technologies-là, du machine learning et du deep learning, puisqu'elles sont maintenant exploitables avec différents langages de programmation, sans nécessairement connaître les mathématiques ou les statistiques, parce qu'en réalité, à l'intérieur, par exemple, du machine learning, la dernière fois, on avait cité plusieurs noms comme ça d'algorithmes qui étaient utilisés. C'est un ensemble d'algorithmes qui sont utilisés, de méthodes qui peuvent être utilisées, comme notamment, l'une des plus connues, c'est la régression linéaire. On avait aussi le KNN ou les arbres de décision ou les supports de vecteurs de machines. Donc tout ça, c'est des termes qui peuvent paraître un peu compliqués en fait. On n'a pas forcément besoin de comprendre exactement mathématiquement ce qu'ils font à l'intérieur aujourd'hui pour pouvoir utiliser ces outils en fait et obtenir des résultats. On a une discipline qui est encore plus pointue qui s'appelle le deep learning en fait, qui s'appuie un peu sur le machine learning, mais par comparaison en fait, avec le machine learning, vous aviez besoin de patterns pour rechercher des éléments. En fait, on avait besoin de motifs. Avec le deep learning, là, on va travailler de façon non supervisée, c'est-à-dire sans motif. On va vraiment pouvoir découvrir des choses complètement nouvelles. Donc actuellement sur le marché, il y a de fortes demandes sur le machine learning et le deep learning, ça augmente effectivement progressivement et ça se tend à se vulgariser aussi. On voit deux autres technologies en dessous, c'est le NLP. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le Natural Language Processing en fait. C'est tout ce qu'on va mettre dans les chatbots qu'on va mettre dedans, en fait, toutes les technologies en fait, où on va interagir avec un bot pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer. Donc, on peut faire du chatbot sans intelligence artificielle. Mais il faut savoir quand même que les chatbots sont nés, le Natural Language Processing est né de cette discipline qu'est l'intelligence artificielle et d'algorithmes en fait autour de l'intelligence artificielle. Et on peut faire aussi aujourd'hui du chatbot qui soit connecté justement à des fonctions de machine learning, voire de deep learning en fait, et qui vont s'enrichir au fil des conversations et des discussions et qui vont permettre des interactions plus pertinentes. En parlant d'interaction, on peut également connecter les chatbots et le Natural Language Processing au RPA. Donc là, c'est le Robotic Process Automation. Donc le RPA, à la base, c'est quoi? C'est une façon qu'on a en fait d'enregistrer les tâches, par exemple sur le PC de quelqu'un en fait, et de les reproduire de façon automatisée et intelligente, et en fonctionnant un peu comme avec des variables, plutôt que de reproduire simplement les choses telles qu'elles sont. En fait, on va produire une forme d'intelligence qui fait que, par exemple, vous pourrez régénérer de factures avec des libellés différentes ou des choses comme ça, en fait, pour remplacer un certain nombre de tâches redondantes, plutôt généralement dans la bureautique, mais ça peut être aussi dans plein de domaines. Et on va essayer aujourd'hui de faire interagir de plus en plus les chatbots, donc le NLP, avec ce Robotic Process Automation, en fait. On a également ce concept d'orchestration qui nous indique qu'en fait, on peut lancer des process à partir de chatbots ou à partir de la Robotic Process Automation. Beaucoup de vocabulaire en fait et beaucoup de technologies un peu différentes qui sont parfois distinctes en fait, mais qui ont la possibilité de communiquer entre elles, d'interagir entre elles pour enrichir ou l'expérience client ou la qualité des résultats attendus en fait. Alors pourquoi l'IA? Nous on avait retenu 5 un peu critères qui sont des critères qui ont été donnés lors d'une étude d'Harvard Business Review avec Accenture en fait, qui visait
à observer la performance de différentes mises en place d'intelligence artificielle en entreprise et d'observer dans quel cas, en fait, on avait la meilleure efficience. Donc, cette étude avait démontré que l'un des cas où on avait la meilleure efficience, c'était quand on travaillait de concert intelligence artificielle et puis la supervision en fait, de l'homme pour avoir une forme de contrôle. C'est effectivement là qu'on enrichissait les solutions. Donc, on avait retenu dans cette étude 5 critères un peu pour évaluer l'IA qui montraient un peu les points d'intérêt des entreprises. Il y avait bien sûr la personnalisation dont on parlera aujourd'hui. Le gain de temps, en fait, de la recherche de rapidité, c'est exactement aussi ce qui est recherché avec le Robotic Process Automation, notamment un ensemble de calculs qu'on souhaiterait faire et qui permet, grâce au machine learning, d'obtenir des résultats de façon plus fluide, plus régulière, sans avoir des recherches très compliquées à mettre en œuvre. Donc, c'est ce que permet de faire l'IA. Une forme d'adaptabilité, de flexibilité, et puis une aide à la prise de décision. En fait, aujourd'hui, on voit aussi notamment que les grands acteurs du marché en informatique investissent énormément en fait, sur des solutions d'aide à la décision voilà, pour simplifier le rôle des managers en entreprise. Voilà un peu les axes et la volonté les recherches de l'entreprise en termes de flexibilité et puis de gain de temps principalement. Alors voilà, après 2 slides intéressantes qui montrent en fait des estimations, notamment potentielles, avec une étude de Tractica sur la croissance du marché de l'intelligence artificielle. Alors, il y a beaucoup de chiffres. On aurait pu s'inquiéter un peu de ce qui se passe actuellement. On voit qu'effectivement, si ça a un léger impact sur le marché de l'IA, globalement, c'est un marché qui est toujours porteur, en fait, et qui a aidé de nombreuses entreprises aussi à trouver des solutions flexibles. Notamment, on parlait tout à l'heure des chatbots. C'est un des axes aujourd'hui, un nouvel axe de communication des entreprises, en fait, d'avoir un chatbot sur les sites internet pour communiquer. Et donc, on estimait il y a quelques années qu'en 2020, environ 80% des entreprises seraient équipées de chatbots. Donc, ça a été un petit peu revu à la baisse pour plusieurs raisons. Néanmoins, on est quand même sur cette tendance, en fait, où de nombreuses entreprises vont adopter des chatbots pour leur site internet, pour leurs frontaux, ou vont même adopter au sein de leur entreprise ce type d'outils. Donc, on a une croissance globale de l'IA qui va suivre cette logique chatbot et machine learning, et progressivement avec une montée en puissance du deep learning. Et puis, on voit à côté une autre étude également de Accenture qui est intéressante, qui montre en fait une évolution possible. Donc, ce sont des prédictions, des estimations en fait, une évolution possible des PIB des pays en fait exploitant l'intelligence artificielle. Donc, on voit effectivement des gains possibles et intéressants pour de nombreux pays. Et puis, la France est plutôt bien située aussi. On avait dit la dernière fois que la France est un des pays européens qui avait le plus de startups qui exploitaient des technologies d'intelligence artificielle, que ce soit du deep learning, parce qu'il y a pas mal de choses autour du deep learning, mais aussi du machine learning. Et puis, si on met aussi le NLP dans cette catégorie, on a aussi beaucoup de startups qui exploitent ces technologies-là. Ils n'ont pas toujours inventé la technologie, mais des fois, ils se reposent sur des éditeurs qu'on connaît bien, justement, pour déployer ces solutions. Voilà pour cette partie un peu économique. Introduction, merci Johan. C'est vrai, il y a une remarque qui nous est faite dans les questions. Comme on ne s'est pas présenté en tant que tel. C'est vrai que Johan, et moi, on ne s'est pas présenté. Donc Johan, je te propose de le faire maintenant Oui, pour tout à dire fait. qui tu es. On avait pris plus de temps la dernière fois de le faire. Donc, Johan Ouais. Garcia, vice-président du club utilisateur JD Edward, qui a participé avec l'ensemble de la commission à l'organisation de ces webinaires. Et je suis chef de projet, responsable BI dans un groupe.
Voilà. Et moi, je suis Eric Vessier, donc je suis consultant chez Oracle sur la partie expert plus sur la partie analytics et data science, donc des solutions Oracle, plutôt côté technique, technologique qu'applicatif. Je travaille beaucoup avec justement les parties applicatives également. Alors pour continuer justement dans cette présentation générale sur l'intelligence artificielle, on a voulu aussi vous rappeler deux choses. Déjà en termes de référence, donc, parce qu'elles ne sont pas forcément connues, parce que c'est vrai qu'en France, sur le sujet de l'intelligence artificielle, les références d'Oracle ne sont pas forcément fortes. On a des clients, mais pas forcément des références. Donc, on a eu l'occasion de présenter celle de La Poste la fois dernière. Et puis, donc, vous voyez quand même, on a pas mal de références de clients historiques, notamment le CERN, la CaixaBank. On a trouvé intéressant de le rappeler. Donc, beaucoup autour du machine learning. C'est le retour sur investissement, on va dire, classique dans le monde de l'entreprise. Et aussi, on le voit plutôt sur la partie en haut à droite, de nouveaux noms qui apparaissent comme Agroscout, Kinetica, avec qui on travaille plus récemment, et notamment sur les problématiques de deep learning, reconnaissance d'image. Donc, on a aussi ce type de clients chez nous, et donc qui utilisent la technologie Oracle. On voulait déjà le préciser dès le début, et on aura l'occasion de montrer des exemples sur la partie technologique aussi dans le dernier numéro. Donc, ce rappel sur les références, je sais que Nathalie et Roland vont montrer d'autres exemples lors de leur présentation. En guise d'introduction aussi, comment en fait on présente l'intelligence artificielle dans la famille des produits Oracle, parce que c'est une famille assez nombreuse, on va dire, les produits, les services d'Oracle. Et donc, souvent, on utilise justement cette slide-là pour présenter les choses, pour dire que voilà, sur la partie de gauche, justement, ce qu'on appelle le ready to go, c'est plutôt le monde applicatif. Donc, c'est-à-dire qu'on va être vraiment côté métier et on va consommer, utiliser l'intelligence artificielle et les résultats produits par l'intelligence artificielle directement dans les applications. Et aujourd'hui, justement, on va faire le focus là-dessus. Ça va être vraiment l'objet de notre webcast. Et puis, sur les parties du milieu et les parties de droite, là, on est plutôt en mode, donc, ce qu'on appelle ready to work, ready to build, où là, plus on va à droite, plus on va vers l'expertise data science. Donc, plus on s'adresse à des profils d'experts data scientists qui, eux, vont vouloir tout customiser, vouloir justement utiliser les algorithmes, les personnaliser, les modifier, aller chercher différentes sources de données. Donc, avoir des connaissances très fortes d'un point de vue statistique, et donc vont avoir besoin d'outils, de plateformes. Et on aura l'occasion le 5 novembre de revenir là-dessus et d'illustrer davantage ces parties-là. Donc, voilà en guise d'introduction. La slide aussi générique qu'on utilise pour la partie justement applicative, qui sera sous-jacente en fait aux présentations de Nathalie et de Roland notamment, et la mienne pour finir sur le manufacturing, c'est celle-là, c'est de dire, ben voilà, vous avez vos données d'entreprise, vous avez des données aussi externes, ce qu'on appelle les third party data, et derrière, donc on va utiliser justement la data science déclinée sous forme de machine learning ou de deep learning pour pouvoir être consommé, utilisé en fonction de vos cas d'usage, de vos besoins métiers, que maintenant on va voir plus en détail, donc côté ERP, côté CX, à travers donc, les présentations de Nathalie et de Roland. Et donc justement, je vais passer la parole maintenant à Nathalie sur donc, la partie finance. Donc, merci Eric. Juste dans un petit détail, il y a d'autres intervenants en fait qui ont permis de monter cette réunion. Donc, tu as fait un premier tour de table. Je pense qu'il faut aussi remercier les personnes de l'OFO, donc Hélène Napoli. Donc, je vais la laisser se présenter rapidement peut-être. Et Sabine qui sont dans le hall. Oui, bonjour. Donc Hélène Napoli, moi je suis en charge de la communauté Cloud Finance au sein de l'OFO et membre du conseil d'administration. Et je suis également au Crédit Agricole Assurance où j'ai fait beaucoup de projets finance, RPA, voilà, au sein de l'IT. Merci Nathalie. Et peut-être Sabine. Je ne sais pas si Sabine veut. Oui, bonjour. Moi, je suis plutôt la cheville ouvrière côté logistique et organisation. Donc, Sabine Grosdidier, délégation générale des clubs utilisateurs Oracle.
Merci Nathalie. Et je vais préciser également qu'il y a Éric Marissot aussi et Marie-Claude Joran qui travaillent avec nous sur ces ateliers. On les salue au passage. Merci Voilà. Nathalie. Un vrai travail d'équipe. Donc moi, je vais me présenter. Donc, je suis Nathalie Lorien, je suis Sales Development Manager chez Oracle pour les offres Cloud ERP et EPM. Et dans ce cadre, je suis notamment en charge de l'évangélisation de la transformation de la fonction finance. Donc c'est à ce titre que je vais vous présenter tout ce qu'on met en œuvre au sein des ERP et de EPM pour accompagner nos clients dans cette transformation, dans cette digitalisation. Donc on va passer au slide suivant. Donc j'ai d'abord souhaité démarrer cette présentation donc sur l'IA au sein de l'ERP et de l'EPM par le témoignage de Safra Katz, notre présidente directrice générale d'Oracle Corporation, qui décline parfaitement la stratégie d'innovation qui est mise en œuvre dans nos solutions pour transformer et digitaliser la fonction finance. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et l'apprentissage par machine learning transforment vraiment radicalement le fonctionnement des entreprises, notamment dans le domaine de la finance. Donc, il y a une vraie révolution qui est en train de s'opérer et on constate vraiment dans les grands groupes avec lesquels on travaille et même sur des toutes petites entités, des toutes petites sociétés qui ont choisi nos offres. Donc, on se rend compte que vraiment toutes les tâches routinières, toutes les tâches manuelles, elles sont automatisées afin que les professionnels de la finance puissent se concentrer sur ce qui compte le plus et afin qu'ils puissent identifier les axes de croissance pour l'entreprise. Donc, slide suivant. Ah. Donc effectivement, donc au sein de nos solutions, nous mettons à disposition de l'innovation pour permettre à la finance de gagner en agilité et en efficience. Donc le premier point, c'est de digitaliser. Donc c'est avant tout de réduire au maximum toutes les tâches manuelles qui sont sans valeur pour le comptable. Donc on va embarquer, je vous montrerai quelques exemples plus tard, des fonctionnalités, pas de RPA, c'est pas de la robotisation, parce qu'en fait on embarque de l'automatisation dans la solution. Donc c'est pas un robot qui fait à la place, c'est vraiment l'outil qui embarque des processus pour automatiser complètement la chaîne comptable. Donc ces nouvelles technologies comme le machine learning et l'intelligence artificielle, elles vont permettre d'automatiser et de produire des analyses de données en automatique. Et grâce à cette transformation, grâce à ces nouvelles technologies, on va permettre à la finance d'évoluer dans ses fonctions pour devenir vraiment l'acteur stratégique, donc le business partner qui va se focaliser sur de l'analyse afin de collaborer dans des décisions stratégiques. Et on a vu au travers de la crise dans laquelle on se trouve actuellement, la crise du Covid, on se rend compte qu'effectivement, il y a pas mal d'impacts et de décisions stratégiques et il y a une agilité qui est réclamée à la finance pour pouvoir rebondir et transformer son business au plus vite et s'adapter pour perdurer, pour rester une société pérenne. Donc, le slide suivant. Donc voilà, donc cet investissement en termes d'innovation se base sur de l'automatisation, donc du machine learning, de l'auto-apprentissage, donc des algorithmes intelligents, et sur la production d'analyses prédictives qui va embarquer de la donnée, des données externes pour améliorer les prévisions et faire des analyses en continu et réévaluer en permanence les forecasts pour l'entreprise. Donc, dans le slide suivant, on voit donc au niveau de l'adaptive intelligence, au niveau des apps. Donc, Eric, tout à l'heure, vous a expliqué qu'il y avait du ready to use. Et nous, on est vraiment typiquement dans ce schéma dans l'ERP. Donc, des applications qui sont prêtes à l'emploi, qui sont livrées et qui continuent d'être livrées tous les 3 mois. Donc, on a un cycle de mise à jour de nos ERP qui est trimestriel, donc on est sur des offres cloud. Donc ça peut un peu comme ce que fait Apple avec l'iPhone. Hein. Donc Oracle met à jour l'ERP ou l'EPM, vos services trimestriellement pour bénéficier de toutes ces innovations au fil de l'eau. Donc on voit un certain nombre d'innovations qui sont complètement transverses, hein, et mes collègues vous en parleront tout à l'heure. On a de l'innovation qui est livrée sur la partie CRM, sur la partie RH, vous verrez peut-être la semaine prochaine ou une prochaine fois, sur la supply chain également. Donc vraiment, on voit vraiment que
tout ça fait partie de ce que nous, on appelle le Continuous Innovation. On livre ça vraiment au fil de l'eau et on a une roadmap qui est disponible pour annoncer sur les prochaines releases de ce qui va arriver. Donc, sur le RP, on propose aussi bien des chatbots que du machine learning, que de l'intelligence artificielle, du blockchain, aussi de la technologie de blockchain qui est embarquée dans le RP, et puis de l'IoT également pour aller équiper les biens et pouvoir suivre tout le cycle de vie des biens qui sont au sein de l'entreprise. Et donc moi, je vais décliner cette première partie, donc la partie finance, en vous donnant quelques exemples. Donc le premier exemple d'intelligence artificielle qu'on livre, c'est un outil de reconnaissance de facture qui embarque du machine learning. Donc cet outil de reconnaissance de facture va lire la facture, va la comptabiliser dans le RP, et puis comme on travaille par exception, en fait, s'il manque des informations, le comptable va pouvoir aller sur son tableau de bord, voir qu'il manque une date ou un numéro de facture ou une date d'échéance. Et le fait que le comptable corrige automatiquement les champs qui manquent, le système va apprendre de cette correction et ne fera plus l'erreur la fois suivante lorsque le même modèle de facture va arriver. Donc, on n'est pas sur des modèles qu'on charge directement dans l'application. On livre un certain nombre de champs. Nous, on reconnaît, l'ERP reconnaît les factures au niveau des champs. Et puis, toute exception corrigée par le comptable va être apprise par l'outil, donc ce qu'on appelle l'Intelligent Document Recognition, donc par cet IDR. Donc, ce qui va permettre aux financiers de ne plus avoir à saisir manuellement les factures, mais surtout, ça va permettre d'accroître la précision au fur et à mesure de l'évolution des entreprises, de l'acquisition de nouveaux fournisseurs. Donc, le système est vraiment ce qu'on appelle auto-apprenant. Donc, le deuxième sujet qu'on embarque et qui est assez intéressant pour les comptables, c'est la suggestion intelligente d'imputation comptable. Alors, c'est comme lorsque vous saisissez sur votre clavier un SMS ou lorsque vous écrivez un mail sur Gmail, le système vous détecte et vous propose des phrases. Et bien là, on a un outil qui va apprendre, des algorithmes qui vont apprendre de toutes les factures qui ont été comptabilisées et il va apprendre leurs imputations comptables et les suggérer aux comptables. Donc, ça va permettre dans les organisations d'améliorer la précision et l'efficacité du traitement des transactions de la compta fournisseur, en tirant encore une fois parti de l'apprentissage automatique pour faire cette recommandation. Donc, et encore une fois, l'algorithme, il s'adapte, il évolue en fonction des actions passées pour aider sur les actions futures. Donc, le sujet suivant qu'on a mis en œuvre dans le RP, c'est la recommandation fournisseur, donc Supplier Categorization. Donc là, on va collecter des données sur les entreprises qui vont permettre de classer, de catégoriser de manière intelligente les fournisseurs afin d'optimiser toutes les négociations que vous allez pouvoir faire avec le fournisseur de manière globale sur votre portefeuille fournisseur. Donc, on va identifier, minimiser les risques de la chaîne d'approvisionnement, on va soutenir les fournisseurs stratégiques et on va combiner donc à la fois des données de l'ERP sur les fournisseurs, sur les bons de commande, sur les factures, sur les comptes comptables, les soldes fournisseurs et puis bien sûr sur d'autres détails. Et on combine tout ça avec des sources externes, des sources de données externes qu'on va embarquer dans l'ERP. Et tout ça va permettre d'obtenir un aperçu sur votre écosystème fournisseur au sein de l'entreprise et que ça va vous permettre de catégoriser automatiquement les fournisseurs et de fournir des informations, on va dire, intelligentes dans le cadre de RFP que vous allez pouvoir passer, dans le cadre de sourcing, de négociation que vous allez faire dans le futur avec tous vos fournisseurs dans vos cycles d'achat. Donc, et ce qui est aussi important, c'est que c'est une mise à jour qui se fait en automatique. Donc, l'intelligence artificielle qui est embarquée sur ce processus va surveiller en permanence les résultats et va ajuster les modèles de données pour optimiser les cycles de décision et pour optimiser les suggestions, les recommandations qui vont être faites par le système. Donc,
l'autre partie qui est un peu en corrélation avec tout ça, c'est l'Intelligent Payment Discount. Donc là, le système a des algorithmes qui vont permettre de proposer des négociations de remise spécifiques pour des fournisseurs, pour effectuer des paiements anticipés, pour générer dynamiquement des escomptes vis-à-vis du fournisseur. Alors, ça va permettre d'optimiser les remises accordées, ça va permettre de calculer, de faire une projection et un calcul d'économies qui vont être réalisés grâce à ces escomptes. Et ça va faire un comparatif avec les escomptes traditionnels qui sont rentrés, les conditions d'escompte qui sont rentrées dans le RP. Et puis, ça va vous permettre de calculer un ROI sur vos liquidités, de regarder, vous, en termes de cash, ce que ça fait gagner aux fournisseurs et vous, ce que ça vous fait gagner également. Dans le cadre de ce programme d'escompte dynamique, le fournisseur se voit proposer un paiement anticipé en échange d'un escompte un peu plus élevé, un escompte supplémentaire. Donc, ça va aider le fournisseur qui se trouve peut-être en difficulté de cash et vous, ça va vous permettre de réduire vos charges d'exploitation. Le point suivant, donc là j'ai fait un focus plutôt sur tout ce qui était ERP. Alors j'ai choisi de faire un focus sur toute la chaîne de fournisseurs. Après il faut savoir qu'on a aussi d'autres technologies qui sont embarquées en termes d'intelligence artificielle et d'algorithmes, notamment sur la partie risque, pour aller faire de la détection en automatique de fraude et de non-compliance. Donc je n'ai pas détaillé ce sujet-là. Mais sachez que voilà, ces algorithmes sont livrés maintenant depuis quasiment le début de notre offre et ils tournent en automatique et ils sortent un rapport d'audit sur des potentielles erreurs de saisie ou des potentielles fraudes qu'on pourrait avoir sur les données comptables de la société. Donc, le dernier point que je souhaitais faire, c'est autour de tout ce qui est performance, donc analyse de performance, donc tout ce qui est EPM du coup. Et donc, on a une offre qui s'appelle Intelligent Performance Management qui est présente, prête à l'utilisation et qui permet de trouver des anomalies, des corrélations, de proposer des modèles que les êtres humains, en fait, que les comptables ne pourraient pas simplement identifier eux-mêmes. Donc, tout est fait en automatique et sur la base de ces informations, le système fournit un éventail de recommandations pour améliorer la performance, qui va de mesures pertinentes à prendre, qui produit des états de reporting, mais aussi qui va aller jusqu'à produire des états de reporting narratif autour d'une amélioration, d'une transformation d'un modèle de business au sein de l'entreprise pour améliorer la performance. Donc, ce qu'il y a d'important avec ces informations, c'est que les utilisateurs n'ont pas besoin d'être des spécialistes pour les obtenir. Donc, on a ici sur les copies d'écran quelques illustrations de l'apprentissage automatique. Donc, les utilisateurs reçoivent des informations, des notifications, des alertes personnalisées sur leur tableau de bord pour leur proposer des recommandations en fait sur le business model. Donc, c'est comme si vous donniez des super pouvoirs à vos équipes pour qu'elles soient beaucoup plus efficaces dans leur travail. Donc, ça arrive tout seul sur le dashboard de la performance. Et puis, pour rendre ces recommandations encore plus puissantes et précises et exactes, on intègre des données financières externes, des informations externes, des signaux de médias sociaux ou des indices de prix à la consommation, des indices de prix à la production, donc IPC, IPP. On intègre ces données externes, on enrichit avec ces données externes les données de l'entreprise. Et puis, toujours, comme en fait l'idée, c'est quand même de faire évoluer les personnes au sein d'une direction financière, derrière, au travers de ces dashboards, le contrôle est fait par l'utilisateur. C'est bien sûr l'utilisateur final qui, sur la base de ses recommandations et de ses suggestions, c'est lui qui va prendre la décision et les actions qui vont devoir être mises en place dans l'entreprise. Donc voilà, ce qui est important, c'est que malgré toute cette automatisation et toute cette intelligence artificielle qu'on livre, on parle aussi d'intelligence collective derrière. On va laisser l'utilisateur aux commandes. On va laisser les utilisateurs aux commandes. Et c'est eux qui vont vraiment prendre les décisions et ils vont tirer parti de cette intelligence artificielle
de cette technologie pour être beaucoup plus réactif et beaucoup plus agile de manière collective au sein de l'entreprise. Donc, pour conclure, pour conclure cette partie au sein de l'ERP et de la finance, donc ce qu'on souhaite vraiment au sein de nos offres cloud, c'est que cette intelligence artificielle soit un moteur d'efficience pour faire gagner en productivité et en agilité les directions financières. Je souhaite vraiment revenir sur une étude récente qui a été menée par Enterprise Strategy Group et Oracle auprès de 700 professionnels de la finance et des achats sur un panel de 13 pays. Donc, cette étude, elle a révélé que les technologies émergentes aident vraiment les organisations à améliorer leur efficacité et à s'adapter aux changements. Donc, l'intelligence artificielle, les assistants numériques, l'IoT, la blockchain, on a vraiment franchi un point de basculement sur l'adoption de ces nouvelles technologies et on commence à avoir énormément d'entreprises qui les ont mises en œuvre. Donc, le premier KPI qu'on a, c'est qu'en fait, on a 84% des entreprises qui ont interviewé qui utilisent au moins une technologie émergente. Donc ça, c'est quand même assez important parce que ça montre que voilà, c'est en train de se propager, c'est en train d'être maintenant quelque chose d'assez usuel dans les entreprises pour les aider à s'améliorer, pour les aider à devenir beaucoup plus agiles. Donc le deuxième ratio qu'on a, c'est qu'on a 33% d'amélioration de la productivité qui a été recensée au sein des directions financières. Donc le premier exemple, on va prendre l'exemple d'Oracle. Donc Oracle, on utilise nos applications cloud pour la finance, on utilise de l'intelligence artificielle dans ERP Cloud, on utilise le machine learning et grâce à cette technologie, donc nous on a éliminé plus de 30% de nos activités comptables manuelles. Ensuite, le deuxième chiffre, c'est qu'on a 32% d'amélioration des précisions et des prévisions grâce à ces technologies émergentes. Donc, on a un de nos clients qui est donc les laiteries Tribala. Donc, les laiteries Tribala, vous connaissez certainement les yaourts riants. Et ils ont témoigné l'année dernière pour expliquer que grâce à Oracle Planning, Budgeting, Cloud Services et l'innovation qui est embarquée au sein de cette offre, les financiers de l'entreprise sont aujourd'hui devenus réellement des business partners, donc des partenaires métiers. Et ils intègrent des réunions qui travaillent avec les industriels, aussi bien avec les industriels que les ventes, que la gestion des approvisionnements, pour pouvoir analyser précisément les pistes d'optimisation ou les causes de défaillance dans leur cycle de production. Et tout ça grâce à toute cette planification qu'ils peuvent faire au sein de l'ERP. Donc aujourd'hui, tout le monde collabore pour améliorer les choses, les financiers assistent en permanence, ils sont pas assis derrière leur ordinateur, ils assistent en permanence à des analyses avec les opérationnels et ils prennent part aux décisions grâce à toute cette agilité qu'ils ont pu gagner au sein de l'EPM. Et donc, un autre indicateur, c'est qu'on a 37% de diminution des erreurs. Donc là, on a un témoignage de Western Digital qui explique que grâce au machine learning et à l'intelligence artificielle, ils ont automatisé et surtout, ils ont fiabilisé les processus de bout en bout au sein de leurs finances pour permettre aux comptables de ne plus être des simples opérateurs de saisie, mais vraiment des analyses de données financières. Et grâce à cette automatisation qui est paramétrée, qui est fiable, eh bien, ils ont pu réduire de 37% les erreurs qu'ils avaient par le passé au sein de leur solution. Et puis, sur la réduction du délai de clôture, donc on a récemment eu un témoignage de SMCP. Alors, SMCP, c'est Sandro, Mage, Claudie Pierlot. Donc, les filles, je pense, se reconnaîtront dans cette marque. Donc SMCP, par le biais des outils et de l'automatisation, a témoigné en disant qu'aujourd'hui, encore une fois, ils positionnent leurs financiers, leurs comptables comme vraiment des business partners. Ils ont mis en place toute cette innovation, ils ont gagné en temps, ils ont gagné en productivité et ça
ça a permis de faire évoluer leurs équipes. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important parce que effectivement, on ne parle pas toujours de la notion humaine, on parle beaucoup de machines, mais derrière, ben voilà, il y a l'humain. Donc, il y a un témoignage d'SMCP que vous retrouverez sur les blogs d'Oracle où ils expliquent effectivement comment ils ont opéré cette transformation et comment ben, leur département financier maintenant assiste encore une fois aux décisions stratégiques, travaille sur l'analyse de rentabilité, sur des potentielles ouvertures de points de vente. Et voilà, il contribue de façon active au plan stratégique ou encore il participe à des arbitrages sur des projets au sein de la direction générale. Justement en faisant des retours très agiles et très rapides sur les calculs de retour sur investissement. Donc pour finir, j'ai mis quelques exemples de sociétés qui utilisent largement l'intelligence artificielle au sein de nos ERP. Donc on voit donc ici c'est plutôt des sociétés américaines. Aujourd'hui on a aussi beaucoup, donc aujourd'hui sur ERP, EPM, sur l'ERP et l'EPM on a plus de 7000 clients partout dans le monde. Et on a pas mal encore de déploiements qui sont en cours. On a pas mal de grands noms en France et de sociétés qui opèrent une vraie transformation digitale de leur fonction finance avec nos offres. Donc j'en ai fini pour la partie finance et du coup je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à mon collègue pour la suite de la présentation. Merci Nathalie. Je fais juste la transition. Donc oui, l'importance de rappeler que tous les outils qu'on peut mettre en place autour de l'intelligence artificielle restent toujours des outils d'aide à la décision, comme tu l'as précisé, et qu'il n'y a pas mieux comme combinaison que la combinaison entre les règles métiers et les résultats de l'intelligence artificielle. Si on ne fait que la partie intelligence artificielle, forcément, s'il n'y a pas la combinaison avec les règles métiers et l'expertise métier, forcément on passe à côté de quelque chose et on l'a vu à travers les exemples que tu as pu donner. Donc on va passer maintenant la parole à Roland Kolchakian, donc qui va nous faire une présentation autour d'une autre catégorie de services qu'Oracle est capable de proposer aujourd'hui, et son approche va être différente, on va dire, de ce que donc, Nathalie a pu présenter. C'est ça aussi l'intérêt justement d'avoir la présentation de Roland. Donc Roland, je te laisse la parole. Merci beaucoup Eric. Bonjour à tous. Roland Kolchakian, je suis ni plus ni moins que l'homologue de Nathalie qui vient d'intervenir donc sur la partie Customer Experience, gestion de la relation client. Donc j'ai moi aussi un rôle, si je puis dire, d'évangélisation autour de l'offre et la stratégie d'Oracle sur tout ce qui concerne l'expérience client et le CRM au sens large. Alors, pour cette présentation, j'ai eu pour parti pris de tenter de m'attaquer à un exercice un peu prospectif, histoire d'éviter de vous parler de tout ce qui est Amazon ou de la recommandation de produits et qui fait aujourd'hui partie des usages et des codes de consommation que vous utilisez sans doute pleinement en tant que consommateur. Et l'objectif a vraiment été de tenter de penser le rôle, les impacts et l'intérêt de l'IA au-delà de ce que nous appelons aujourd'hui de façon commune la recommandation produit. Du coup, je te laisse défiler les slides, Eric. Oui, merci à toi. Donc, vous l'avez compris, mes collègues, au cours des interventions précédentes, se sont attachés à rappeler les grands éléments de définition et les concepts intrinsèques ou sous-jacents à l'intelligence artificielle. Donc, je ne vais pas revenir sur ces sujets. Le but, c'est plutôt de rappeler les grands enjeux au travers desquels nous, on considère que l'IA permet d'apporter des réponses opérationnelles, mais également stratégiques aux entreprises, comment elle permet notamment d'accélérer les processus d'innovation dans un contexte qui aujourd'hui, vous l'avez compris, est un contexte qui est extrêmement contraint par la crise du Covid, mais qui de toute façon et de façon antérieure était un contexte qui se caractérisait par un niveau de complexité assez inédit, mais également un phénomène de convergence sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. L'autre sujet sur lequel on est également régulièrement interpellé, c'est OK, on va faire de l'IA, mais quels sont les domaines ou les cas d'usage que nous devrions privilégier et qui vont être générateurs de ROI, notamment à court terme. Donc là aussi, on va vous proposer une grille de lecture qui sont un petit peu issues à la fois de nos retours d'expérience, mais également de ce que nous dit le marché.
Et enfin, quels sont, moi, les derniers cas d'usage ou les derniers retours d'expérience qui ont un petit peu interpellé mon attention et que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, donc je vous propose d'avancer en vous présentant ce qui constitue pour nous une première conviction, c'est dans le domaine de l'expérience client, l'intelligence artificielle permet d'apporter des réponses face à ce phénomène d'hypercomplexité avec lequel sont prises aujourd'hui les entreprises lorsqu'on parle de parcours clients, des parcours clients qui sont de plus en plus connectés, qui démultiplient à la fois les points de contact, les écrans, les devices. Si vous êtes dans une famille, eh bien, vous-même, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants ont un à plusieurs écrans. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui pour les marques de pouvoir opérer des parcours clients à la fois à l'échelle du foyer, mais également au niveau des individus, parce qu'on a très clairement cette démultiplication des points de contact, des écrans, des devices, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un nouveau rapport à l'utilisation, la centralisation et la capture de la data et la capacité effectivement à utiliser cette donnée pour pouvoir analyser et comprendre des parcours clients qui, eh bien, vous l'avez compris, ne sont plus du tout linéaires. Là où avant, on était sur des logiques assez séquentielles, eh bien, aujourd'hui, on voit que les points d'entrée, les points de rupture, les moments de vérité ne répondent plus forcément à des logiques un peu arbitraires, un peu séquentielles et qu'on pouvait modéliser de façon assez simple avec notamment, comme le disait tout à l'heure Eric, des règles métiers. Mais l'IA va vraiment nous permettre de répondre à ce phénomène d'hypercomplexité qui se caractérise notamment avec la fin de la linéarité des parcours. À cela, on peut également ajouter un autre phénomène qui est en train d'impacter de façon assez forte les marques, c'est la multiplication des identités digitales, donc qui démultiplie les données liées à l'utilisateur et sur lequel on a besoin de pouvoir réconcilier, unifier en masse, en temps réel et à grande échelle, un nombre très important d'ID clients pour effectivement vérifier et valider le fait qu'à chaque fois, on parle d'un seul et même individu. Donc voilà pour la première conviction. Je te propose d'avancer. L'autre seconde conviction, et là aussi qui fait un petit peu partie de cette vague qui impacte de façon structurante les marques et à grande échelle, c'est la notion de temps réel. Alors la notion de temps réel, en fait, aujourd'hui, on a tendance à la voir comme une espèce de commodité qui aura été banalisée par le cloud et les architectures temps réel. C'est en partie vrai. Maintenant, l'idée, c'est de se dire si aujourd'hui, techniquement, technologiquement, on est capable d'agir au plus près des événements clients, est-ce que pour autant, on est capable d'opérer la meilleure décision et la meilleure interaction au profit de l'entreprise, au profit de vos KPI? Là, c'est encore une autre question. Donc, pour rappeler les impératifs liés à un temps réel optimisé et rendu un peu plus intelligent, j'ai jugé intéressant de mettre en évidence un certain nombre de statistiques. La première, c'est que lorsque l'on s'adresse à un consommateur, face effectivement à ce contexte de sursollicitation et de saturation publicitaire auquel nous sommes exposés en tant que consommateurs, eh bien l'enjeu pour une marque aujourd'hui, c'est de pouvoir réussir à capter l'attention du consommateur en environ 0,13 secondes. Donc vous voyez que la fenêtre de tir, elle est extrêmement courte et elle impose plus que jamais aux marques cette nécessité de pouvoir être pertinent ou relevant, comme on dit effectivement en anglais, au plus tôt dans l'interaction. Une fois qu'on a réussi à capter cette attention, il s'agit en fait de produire une interaction, que cette interaction soit publicitaire, relationnelle, orientée sur le service. Et pour faire ça, pour pouvoir effectuer ce calcul et optimiser ce calcul, là aussi, eh bien, on a une fenêtre de tir qui est environ de 0,14 secondes. Donc tout ceci pour rappeler à quel point aujourd'hui on a besoin d'architecture motorisée avec de l'IA pour pouvoir répondre à ces enjeux de temps réel. Les autres phénomènes, on pourrait notamment parler de la complexité à gérer les contenus avec là aussi des contraintes de plus en plus fortes. On pense notamment à la taille des écrans, on pense notamment à la démultiplication des contenus et on pense notamment à cette difficulté qui était jusqu'à présent la grande force des GAFA. Je pense notamment à Facebook qui fait qu'aujourd'hui on comprend mieux pourquoi on est aussi accro à Facebook. Eh bien c'est facile, c'est que lorsque vous consommez ou vous êtes exposé à la publicité sur Facebook, vous faites tout avec votre pouce. En fait, c'est ce qui rend la publicité totalement native. Aujourd'hui, les marques, dans le cadre des moyens qu'elles sont amenées à mettre en œuvre, essaient de tendre vers cet objectif, c'est-à-dire de rendre, l'exposition à leurs consommateurs en matière d'interaction, de publicité ou de message de plus en plus fluide, de plus en plus en couture.
Et enfin, l'autre grand phénomène dont nous pensons que l'IA peut être effectivement un excellent accélérateur, c'est qu'en fait, peut-être qu'on ne s'en rend pas bien compte, mais on pourra revenir sur ce sujet à l'occasion d'un prochain webinaire. En fait, les micro-signaux explicites ou implicites qui sont générés par vos consommateurs aujourd'hui sont partout. Ils irriguent l'ensemble de vos dispositifs, ils irriguent l'ensemble de vos canaux, de vos assets digitaux, de vos sites web. Et ça peut vous permettre, à condition de pouvoir les capter, les analyser et les traiter en temps réel, de prendre des positions fortes en amont de ce que va faire le consommateur. Donc aujourd'hui, on sait que par rapport à une problématique de churn, de désabonnement, d'achat, d'appel au service client ou de réclamation ou de retour produit, on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de patterns, un certain nombre de micro-signaux qui permettent en fait de venir anticiper ce type de comportement. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on propose tout un set de technologies qui permet justement de venir anticiper, traiter et opérer ce type de micro-signaux. Donc, le temps réel, oui, plus que jamais. Alors, de ce fait, avec, je dirais, toutes ces tendances, ces ruptures, ces différents phénomènes, comment repenser la fameuse équation historique du marketing ou du CRM que vous connaissez bien, dont on vous a abreuvé sans doute depuis ces dernières années, et qui consiste à dire la bonne offre au bon client, au bon moment, par le bon canal. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que, bien évidemment, philosophiquement, cette équation, elle reste plus que jamais d'actualité. Pour l'instant, on n'a pas forcément trouvé mieux et je pense que cette équation, elle a encore quelques beaux jours devant elle et que, conceptuellement, elle continue de faire du sens. Simplement, aujourd'hui, et c'est ce sur quoi l'IA peut présenter un intérêt, il va s'agir de repenser quelque part ou de moderniser les composantes liées à cette équation. Lorsqu'on parle de la bonne offre, l'idée c'est de se dire comment l'IA va nous permettre de penser la bonne offre au-delà de sa dimension transactionnelle. Est-ce que ça va reposer sur des contenus exclusifs ou qui auront été rendus viraux, des services à valeur ajoutée, un traitement différencié, une offre qui intervient à un moment de vie qu'on aurait pu éventuellement prédire ou capter, comment on récompense l'influence. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une nécessité pour les marques à repenser la logique d'offre ou de récompense client au-delà de la simple dimension transactionnelle. La notion de client, elle évolue également fortement. On n'a plus forcément affaire à des individus identifiés dans un système CRM, mais aujourd'hui, ça peut être des micro-segmentations, ça peut être des audiences telles que celles sur lesquelles on a l'habitude de travailler lorsqu'on a fait de la publicité digitale, des personas. Typiquement, si je reviens un petit peu sur l'intervention de Nathalie tout à l'heure qui concernait la transformation de la fonction finance, aujourd'hui, qu'est-ce qui vient caractériser les motivations, les freins et les moteurs d'un directeur financier et comment on doit s'adresser à lui d'un point de vue marketing. Tout ce type d'approche, c'est des choses que nous, on met en œuvre pour nos propres besoins chez Oracle et qui donc, vous l'avez compris, va nous imposer de penser différemment la notion de client. La notion de timing, elle est bien évidemment très importante. C'est le Graal pour le marketing, c'est finalement tomber au bon moment sans être trop intrusif, sans être inopportun, sans être hors sujet. Simplement, ce que nous, on pense aujourd'hui, c'est que savoir qui est son client et quand agir avec lui ne suffit plus. On a une troisième dimension qui devient de plus en plus importante à intégrer dans le mix marketing, c'est la notion de contexte. C'est-à-dire, grosso modo, qu'est-ce qu'il fait à l'instant T? Dans quelle situation il se trouve? En termes, par exemple, de géolocalisation, est-ce que je vais pouvoir afficher ma publicité dans un environnement qui sera sain vis-à-vis de ma marque? Est-ce que ma publicité va être effectivement vue par mon consommateur ou est-ce que c'est un robot qui va le voir? Vous avez peut-être sans doute entendu parler de ce mal chronique qui gangrène la publicité depuis ces dernières années et qui est la fraude publicitaire. Sur quel type de device, puisque bien évidemment, selon qu'on soit sur une tablette, un mobile ou un desktop, le format publicitaire que l'on va afficher ne va pas être la même. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité à prendre en compte des dimensions bien plus larges aujourd'hui qui va quelque part complexifier la logique d'interaction, mais sur lequel, c'est là l'intérêt de l'IA, l'IA va pouvoir apporter des réponses opérationnelles. La notion de bon canal, aujourd'hui, très clairement, vous le voyez, on est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure, un phénomène de convergence où les canaux deviennent des médias et où les médias publicitaires ou les médias d'exposition deviennent des canaux d'engagement. Typiquement, on a pas mal travaillé depuis ces dernières années sur les problématiques de télévision adressée, sur lesquelles France Télévisions a fait des annonces assez récentes et ça va
forcément considérablement modifier le rapport à la publicité et la capacité de la publicité à engager efficacement le consommateur grâce à la data. Donc, on voit que voilà, tout ceci est en train effectivement de converger vers un seul et même objectif, vers un seul et même environnement relationnel. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui présente de véritables opportunités pour la marque, à condition, et je pense que c'est l'un des messages forts que l'on essaye de faire passer depuis le début de ce webinaire, on ait une capacité à pouvoir orchestrer la data dans des conditions efficaces. Je te propose de continuer, Eric. Alors, l'IA, est-ce que ça marche et surtout, est-ce que ça permet de générer de la rentabilité, de l'efficacité? La réponse est oui. Alors, pas toutes les initiatives de façon égale. Le slide que vous avez sous les yeux permet de vous proposer une première grille de lecture sur les investissements et les cas d'usage que vous devriez prioriser lorsqu'on parle d'IA appliquée dans le domaine marketing. L'IA est déjà une réalité dans l'achat média depuis des années, depuis que l'on parle de RTB, de programmatique, de DMP, d'industrialisation de l'achat publicitaire. Tout ceci, en fait, est motorisé par du machine learning depuis des années, même si on n'en a pas beaucoup parlé. Donc, l'achat média continue d'être l'un des vecteurs d'optimisation et de rentabilité grâce à l'IA. Le marketing analytics, qui est très intéressant pour essayer d'avoir une lecture et une vision plus exhaustive de ce que sont les parcours clients, la façon dont, le séquencement entre tel et tel type d'étapes permet de générer de l'efficacité et de l'efficience, en travaillant notamment sur des modèles de type What If. Et enfin, le SEO, puisque voilà, l'algorithme est au cœur du modèle Google, algorithme que l'on peut bien évidemment influencer voilà, grâce à l'IA. Donc, c'est les trois investissements, prioritaires, ceux qui aujourd'hui ont fait la démonstration en termes de génération de ROI. Bien évidemment, après, tout ce qui est l'IA pour mieux motoriser les contenus, pour mieux les personnaliser, l'automatisation des campagnes, sont des sujets sur lesquels on a aujourd'hui une offre marché qui est déjà très mature et sur lequel on a des acteurs, des industries, des entreprises qui sont déjà plutôt en pointe. Mais on pense vraiment que la variable d'ajustement se fera vraiment sur les trois pratiques qui se situent là-haut dans mon slide. Alors, quelques retours d'expérience assez intéressants, même si je ne suis pas complètement dans la cible. La beauté m'intéresse, les produits de beauté m'intéressent. Donc, dans le domaine de la beauty tech, il se passe pas mal de choses et pas forcément que chez L'Oréal. Je pense notamment à des marques outre-Atlantique et sur lesquelles, effectivement, elles ont bien compris qu'il y avait des opportunités extraordinaires, pas forcément pour faire de la personnalisation d'offres, mais vraiment pour faire ce qu'on appelle de la personnification en termes de relations, c'est-à-dire vraiment rentrer dans un niveau d'intimité avec la cliente qui va permettre de créer un lien, un attachement durable à la marque et donc un niveau de fidélisation qui va être bien plus important. On sait que la beauté, c'est un sujet sensible, ça touche à l'ego, on aspire tous à la beauté d'une certaine façon et donc les industriels de la cosmétique l'ont bien compris et ont investi en R&D, ont investi dans des partenariats avec des startups pour bien comprendre les spécificités de la peau dans toute sa complexité, dans toute sa diversité et pouvoir faire en fait des recommandations de traitement qui soient hyper personnalisées en s'appuyant à la fois sur les caractéristiques de la cliente au travers d'outils de reconnaissance faciale ou d'analyse de l'épiderme, mais également, et ça c'est très intéressant, en nous appuyant sur des sources de données externes, puisque là aussi, si je devais revenir sur l'un des grands fondamentaux liés à l'IA, c'est que plus on a de data, plus l'algorithme est efficace. Et lorsqu'on a des sources de données externes telles que le Beauty Genome Project, eh bien, on peut améliorer l'efficacité des modèles et pouvoir directement travailler sur des retours produits ou des reviews produits telles que celles qui ont été postées par des clients. Donc, c'est très intéressant et on pense que c'est vraiment ce type d'innovation qui va permettre de relancer et de dynamiser le secteur de la beauté dans les années à venir. IA expérience client, l'autre approche que l'on peut avoir, même si on parle énormément de prédictif et que bien évidemment, encore une fois, on en est conscient, il y a sans doute encore beaucoup de chantiers à mener pour atteindre un niveau d'excellence en matière de prédictif, mais encore une fois, je le disais, le parti pris de ma présentation, c'était vraiment d'avoir un angle prospectif, c'est de se dire, au-delà du prédictif, comment on réussit à devenir réellement proactif.
Uber continue de développer la puissance de son algorithme qui s'appelle Michelangelo et qui prédit notamment, qui réussit à prédire notamment avec la prise en compte du contexte, hein, souvenez-vous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avec l'exactitude 50% des destinations, voire même à les influencer. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Pour parler un peu de robots dans le domaine du retail, qui est un secteur qui est sous pression du fait du Covid, et ben l'idée c'est de se dire comment aujourd'hui on peut recentrer le rôle des vendeurs magasins sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour créer une meilleure proximité, plus d'intimité, donc plus d'attachement à l'enseigne, en intégrant le rôle des robots, en l'occurrence là c'est Lowbot, robot qui est mis en production dans l'enseigne Low, qui est une enseigne de bricolage aux États-Unis, qui est très connue, et qui permet donc d'assister les clients en 70 langues, qui permet voilà, de soulager les employés de questions assez récurrentes, puisqu'il y a des bases de connaissances qui sont directement intégrées, et qui permet même voilà, de scanner les produits, de commander le réassort. Enfin, je pense que la prochaine étape, c'est de faire le café, quoi. Donc, c'est un robot qui est vraiment impressionnant, que moi, j'ai eu l'occasion de voir mise en œuvre en allant à New York à l'occasion de la NRF, qui se tient chaque année en janvier, enfin, qui se tenait chaque année en janvier, et c'est vraiment super intéressant. Donc, en fait, ces IA, qui sont des IA augmentées, elles permettent d'anticiper les besoins du consommateur en analysant, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, non pas seulement qui ils sont ou leur historique transactionnel qui aujourd'hui ne suffit plus, mais intégrer de façon très fine le poids et l'influence du contexte dans lequel s'opèrent ces interactions. Donc voilà, c'est 4 cas d'usage, 4 retours d'expérience que moi je trouve assez intéressants et qui sont justement des invitations à penser le rôle de l'IA de façon beaucoup plus innovante au-delà de la recoproduit. Alors, on a parlé data, on a parlé technologie, on a parlé application. On ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse sur ce qui va permettre en fait d'assurer le succès et d'ancrer, ces composantes dans une réalité qui puisse être profitable pour l'entreprise, c'est-à-dire bien évidemment la question de l'operating model, c'est-à-dire comment je mets en musique tout ça avec un certain nombre de composantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment je définis mes objectifs, comment je définis ma stratégie des moyens et comment je définis le reason why, le pourquoi. Donc, je ne vais pas forcément lire tout le slide aujourd'hui, mais vous l'avez bien compris, l'IA permet de venir motoriser les données, les actions, les interactions avec un certain niveau d'optimisation afin effectivement de produire un certain nombre de bénéfices, à la fois pour l'entreprise, mais également pour le consommateur, puisque là aussi, hein, je ne saurais que trop mettre l'emphase sur ce point, c'est comment on essaie de rentrer vraiment dans les objectifs, les aspirations, les attentes du consommateur pour plus de pertinence, plus de praticité, plus de fluidité, mais également sans doute un retour à des fondamentaux en matière de pression commerciale et de cohérence de communication et de cohérence de consommation, puisque de toute façon, si vous ne le faites pas au travers de votre posture de marque, à un moment, toutes les réglementations en cours autour de la data privacy, du RGPD ou du California Act vont faire qu'à un moment ou à un autre, vous n'aurez pas d'autre choix que d'intégrer de façon très forte cette composante dans votre stratégie relationnelle. Donc oui, l'IA est très clairement un driver, un levier extrêmement fort, extrêmement puissant, mais de l'autre côté, vous devez équilibrer votre équation en intégrant de façon très fine la psychologie, le système de valeurs et le niveau, si je puis dire, de supportabilité du consommateur par rapport à vos communications. Donc voilà, c'est important d'intégrer cette big picture dans son ensemble pour pouvoir réussir le pari de l'intégration de l'IA. Du côté stratégie produit d'Oracle, Eric en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas forcément trop revenir là-dessus. Le parti pris qu'on a eu, nous, dans notre stratégie industrielle et dans notre stratégie produit, c'est vraiment d'opter pour une IA opérationnelle au service du métier qu'on va déconstruire en termes de complexité pour pouvoir effectivement la rendre pleinement utilisable au quotidien par les utilisateurs métiers, que ces gens-là soient des équipes marketing, des équipes commerciales ou bien des équipes qui opèrent sur un centre de contact client. Je crois que j'en ai fini pour ma présentation. Merci à vous. Je crois que pour les questions, c'est à la fin, c'est ça, Eric? Alors, oui. Est-ce qu'on peut juste faire un petit stop? Il y a 2 questions qui sont posées par Fabienne et je vois que Nathalie a commencé à y répondre. Si tu peux juste prendre la parole 2 minutes pour répondre en direct. Merci. On ne t'entend pas. Nathalie, on ne t'entend pas.
Bah, ça va aller mieux. Tant mieux. Merci. C'était sur la partie ERP. Donc, sur la partie ERP, il y avait une question pour demander si ces outils d'intelligence artificielle étaient disponibles uniquement pour les offres cloud ou s'ils étaient disponibles pour la partie JD Edwards ou autres applications. Et en fait, moi, ce que j'ai présenté, c'est vraiment des applications qui sont prêtes à l'emploi dans les offres cloud. Donc, dans ERP Cloud, dans le PM Cloud, et pas dans l'e-business suite ou ni dans JD Edwards, malheureusement. Donc voilà, et l'outil IDR, donc l'Intelligent Document Recognition, donc l'OCR qui embarque du machine learning, eh bien, il fait partie de la finance. Donc aujourd'hui, le grand différenciateur, c'est que quand on souscrit à une offre finance pour faire de la comptabilité, on a de manière nativement intégrée dans la solution cette IDR. Et il ne peut pas se brancher sur un JD Edwards ou sur un e-business suite puisqu'il il fait partie de la plateforme commune et il fait partie de l'offre finance et il est vraiment intégré à la solution. Donc, ce n'est pas une offre en stand-alone qu'on va pouvoir livrer sur le marché. Ouais. Voilà. Donc, voilà, et pour compléter donc, par rapport à ça, on l'avait évoqué rapidement, c'est vrai, lors du premier numéro, et on l'évoquera aussi lors du troisième, c'est que la solution aujourd'hui qu'on propose par rapport à ces solutions qui sont plutôt des solutions on-premise, donc JD Edwards, e-business suite ou PeopleSoft, c'est qu'on propose justement de s'appuyer sur la plateforme Oracle pour justement générer les modèles liés à l'intelligence artificielle qui seront ensuite consommés dans les applications et de voir comment on va pouvoir intégrer au mieux ce monde applicatif existant par rapport à ce qu'on est en train de présenter au niveau de l'intelligence artificielle qui trouve en effet plus de logique à être développée dans un premier temps dans le monde du cloud pour notamment bénéficier aussi de toutes les mises à jour qu'a évoqué Nathalie. La fréquence de mise à jour est très importante. Donc, c'est aussi cette logique-là qui fait que forcément, on va la trouver d'abord et avant tout dans la partie cloud. Et on a conscience justement que tout le monde ne peut pas basculer dans le monde applicatif cloud d'Oracle. Voilà, c'est pas tout de suite en tout cas. Et donc, on peut vous accompagner justement pour vous faciliter l'usage, on va dire, oui, et le développement de cette partie d'intelligence artificielle dans votre existence d'aujourd'hui et trouver une solution intermédiaire qui vous permettra d'en profiter. Voilà ce que je voulais compléter aussi, Eric. J'ajouterais bien qu'au club utilisateur JD Edwards, il y a quelques années, les équipes de développement d'Oracle nous ont présenté un proof of concept en fait, qui est en développement chez eux autour du NLP en fait, et autour d'une augmentation de l'interface via un chatbot intégré. Donc voilà, ça c'est dans les tuyaux sur la partie, on va dire, interface utilisateur côté JD Edwards, pour répondre un petit peu côté à la question de Fabien. Voilà, c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on peut en effet développer à partir de la plateforme. On a des services justement de digital assistant qu'on peut mettre en place, développer, orchestrer pour faciliter l'utilisation de cette intelligence artificielle, en effet. Donc pour finir aujourd'hui, puisque le temps passe, mine de rien, je vais donc évoquer la partie manufacturing, alors de manière plus, on va dire, enfin pas plus ludique, hein, mais c'est pas forcément, c'était pas complexe aujourd'hui, et là, on essaie justement d'être très pédagogique dans nos présentations, mais en mettant l'accent plutôt sur la partie manufacturing et ce qu'on appelle supply chain manufacturing, à travers un exemple justement de l'application et comment on va pouvoir utiliser tout ce qu'on évoque depuis ce matin sur justement le côté prédictif, le côté justement insight, ce qu'on appelle l'information poussée. Donc, je vais vous montrer cet exemple-là en quelques minutes rapidement à travers des captures d'écran qui vont vous donner justement une meilleure idée de ce qu'on est capable de faire. Donc, la première partie, c'est la partie insight. En fait, c'est un moyen d'avoir des informations résumées, on va dire, et d'un point de vue basé justement sur le machine learning. L'idée, c'est d'avoir, on est comme des KPI, donc à la fois, là, par exemple, c'est un exemple dans une usine de production en fait, de confiture et de conditionnement en fait, de pots de confiture. Donc, il y a toute la chaîne de production de la confiture, de création,
et ensuite de mise en condition des pots jusqu'à l'acheminement. Et donc, directement, à travers les insights, on a une information résumée qui va à l'essentiel, c'est-à-dire de dire, ben voilà, au niveau de la qualité, est-ce que ça se passe bien, ou est-ce que ça se passe bien, ou est-ce que ça se passe mal, mais de manière compréhensible, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un modèle statistique qui va nous apparaître avec des indicateurs, voilà, des intervalles de confiance, etc. Cette information elle va être prémâchée avec les critères de l'entreprise, c'est-à-dire des facteurs que l'utilisateur métier va comprendre donc sur des problématiques qui vont permettre tout de suite de faire le tri dans l'information. Donc là, on a le choix entre la qualité de la production et puis la partie plus liée au rendement, à la productivité, et donc qui permet tout de suite, donc en naviguant dans l'interface, de voir justement quels sont les critères qui apparaissent, et puis d'aller chercher l'information plus en détail. Donc, une fois qu'on a eu ce résumé, cette heure de résumé, d'avoir le détail justement des KPI qui sont remontés en fonction justement de critères de seuil d'alerte qu'on aura pu mettre en place et paramétrer, où là on a la main, et donc de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'alerte, de voir si c'est une alerte qui est suffisamment pertinente ou pas. Donc on a un facteur d'influence qui est basé sur les corrélations et les associations et les distributions des données. Donc tout ça, c'est basé bien sûr sur des données liées au passé. C'est une analyse du passé qui permet d'établir ce type de statistiques, mais d'un point de vue métier. Et donc là, on voit tout de suite justement où il faut qu'on fasse plus attention, où on va pouvoir se concentrer pour pouvoir lire l'information sur l'essentiel, et puis ensuite, plus en détail, justement, sur l'ensemble des critères. On a après la possibilité de naviguer toujours sur cette partie Insight, dans le détail des commandes qui sont effectuées, donc des bons de service qui sont définis, pour mieux comprendre à travers cette analyse de la corrélation, justement, où on est bon, où on n'est pas bon, et d'aller après, justement, grâce aux applications associées, dans le détail de ce qui peut se passer, de ce qui peut se comprendre au niveau de cette information. Donc, d'avoir un tableau de bord, un cockpit au niveau de l'information qui est basé sur du machine learning. Ce n'est pas juste une analyse statistique derrière, il y a vraiment une analyse un peu comme on fait des arbres de décision qui permet de définir des niches. Justement, on est basé sur ce type d'analyse pour pouvoir définir ce type de restitution au niveau de l'utilisateur. Donc, premier niveau, donc la partie Insight, on voit aussi qu'on a une déclinaison dans le temps, donc qui permet de voir justement si le phénomène qui peut poser problème est un phénomène ponctuel ou régulier et depuis quand, donc qui permet de remonter à la source éventuellement et à l'origine du problème. Donc, premier type de lecture, associé justement à cette première type de lecture, on va vouloir peut-être voir la traçabilité dans la chaîne de production et essayer de mieux comprendre ce qui a pu se passer. Donc, c'est ce que permet de faire la partie Genealogy and Trace, donc qui va permettre justement, dans un premier temps, donc dans une chaîne en fait de traitement, de pouvoir à travers des lots, à travers des purchase orders, etc. C'est nous qui définissons les éléments qui sont associés. Donc, on va pouvoir voir quels sont les lots et les bons de commande qui sont concernés et de voir justement à quel moment il y a eu un souci et qu'est-ce que ça a pu impacter par la suite. Donc, de pouvoir avoir une traçabilité à la fois pour mieux comprendre la source du problème et puis les conséquences aussi qui peuvent avoir au niveau de la chaîne de traitement. Donc, et d'un point de vue visuel, l'idée c'est d'avoir à ce niveau-là, dans cette partie-là, quelque chose de très visuel dans la restitution. Donc, à la fois dans le processus et au niveau du temps. Donc, la possibilité, là, par exemple, pour un bon de commande, bon de service, de voir dans le temps quelles sont les actions qui ont pu être menées et si, par exemple, il y a eu un souci à un moment donné, de voir ce qui a pu être impacté par la suite. Est-ce que ça a eu un impact, justement, ou pas, et de pouvoir mieux le maîtriser ou d'alerter les personnes qui sont concernées par ce type d'anomalie. Donc, voilà donc le deuxième exemple d'utilisation, on va dire, de l'information. Là, on est plus sur l'information visuelle. Après, il y a la partie prédiction, où là, on est vraiment dans l'analyse prédictive, c'est-à-dire qu'on va au-delà de l'analyse, on se base bien sûr sur l'historique, mais on va chercher à aller dans le temps, c'est-à-dire de prévoir, de prédire ce qui peut se passer et d'être en situation d'alerte. Donc, on cherche à anticiper
ce qui peut bien se passer ou mal se passer. Donc, à travers la prédiction, on a la lecture de toutes les prédictions, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Donc, on a, ce qui est intéressant, une lecture de prédiction immédiate qui permet aussi de tout de suite savoir si globalement les prédictions elles sont plutôt bonnes. Donc là, on voit sur 22 prédictions, on n'a finalement que 3 prédictions en alerte. Donc, on peut tout de suite aussi zoomer justement sur ces prédictions en alerte, donc, lecture globale des prédictions, mais aussi lecture plus justement sur certaines prédictions en alerte et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, on a un détail après au niveau de la prédiction. Donc, à la fois dans le temps, on voit par exemple ici que cette prédiction, 10 minutes avant, tout allait bien. Enfin, 10 minutes avant, tout allait bien. C'est-à-dire que si ça se passe, si on ne fait rien, 10 minutes avant, tout va bien, et 10 minutes après, tout ira mal. Donc là, ça permet de prendre conscience justement que, comme c'est une prédiction, c'est une projection, de se dire que si on s'y prend suffisamment à temps, on va pouvoir régler le problème. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a les facteurs de prédiction. Donc, on peut, avec leur influence et leur ranking, qui permet justement de se dire que si je joue sur cet opérateur-là, je risque de régler mon problème. Si je règle le problème de température, je risque aussi de régler mon problème, mais c'est le deuxième critère. Donc, ils sont assez proches l'un de l'autre, mais c'est quand même ce critère-là qui va être le plus influençant. Donc, c'est un moyen aussi justement d'être plus réactif pour éviter d'avoir des pannes ou des problèmes dans la chaîne de production ou une détérioration au niveau de la qualité et de pouvoir mieux anticiper justement les actions à prendre en compte justement pour régler les problèmes. Donc, une lecture plutôt, on va dire, prédictive dans ce module-là, et puis le Factory Command Center qui est lui un moyen, on va dire, d'être le cockpit général d'un point de vue métier qui va permettre après de lire l'information, qu'elle soit le prédictif, l'insight, mais on va dire catégorie par catégorie, que ce soit la partie ressources humaines, machines, le management de manière générale au niveau du processus, le matériel, les méthodes, etc. Donc là, dans la lecture très métier, où on va retrouver après, en fonction des alertes et des informations qui sont remontées, à nouveau la lecture prédictive de l'information et le focus justement sur ce qui va mal. Donc, on va pouvoir tout de suite aller vers par exemple, des prédictions qui posent problème et les régler encore plus rapidement. Donc, vous voyez cette lecture, en effet, au niveau d'un cockpit qui va être donc décliné sous forme donc, de quatre éléments différents et qui vont dépendre aussi du persona. C'est-à-dire que les rôles associés justement à ces différents cockpits-là, l'Insight, la Generally and Trace, Predictions et Factory Command Center, vont être différents en fonction des personas. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui vont profiter de ce type de cockpit, d'éléments. Voilà ce que je voulais vous montrer sur la partie manufacturing. C'est un moyen, en fait, d'illustrer justement ce type de contenu. D'un point de vue métier, vous voyez là, on n'a pas d'algorithme derrière associé. On n'a pas la maîtrise. On est en mode boîte noire. On reste sur la lecture métier, mais on intègre directement la partie intelligence artificielle directement dans l'outil pour faciliter toujours cette aide à la décision, quel que soit le métier. Donc, c'est un moyen aussi, bien sûr, forcément, en termes de gains, de réduire les coûts, de pouvoir jouer mieux sur les marges et les profits. Souvent, on parle de ROI, donc c'est vrai que ça joue forcément sur les marges et les profits. Donc, ça joue à la fois aussi sur la qualité, on l'a vu, et la productivité. On peut mettre l'accent justement sur les deux. Ce n'est pas qu'un aspect productivité, c'est aussi un aspect qualité. Et c'est un moyen aussi de jouer sur la partie machine, mais aussi la partie humaine, et donc d'associer les deux. L'idée, ce n'est pas de faire du flicage, ce n'est pas d'être irrespectueux vis-à-vis de la chaîne de traitement, mais c'est justement d'avoir des outils complémentaires qui vont encore plus aider les entreprises à être performants dans la réalisation de ce qu'elles font. Donc voilà ce qu'on voulait vous apporter aujourd'hui comme regard sur l'intelligence artificielle. En termes de questions-réponses, il y en a eu quelques-unes qui ont été répondues en live. Ce que je redis ici, c'est n'hésitez pas à nous poser vos questions entre-temps d'ici le 5 novembre, si vous en avez, pour qu'on puisse y répondre. On pourra refaire un petit focus sur la partie JD Edwards, peut-être le 5 novembre. Et n'hésitez pas à tester aussi nos solutions. On a différents modes de test de nos solutions. Là, vous avez le free trial
On reviendra dessus aussi le 5 novembre. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire donc, pour notre prochaine date. Donc, on mettra l'accent plus sur la partie technologie. Donc, ça va intéresser justement aussi le monde applicatif sur la partie donc on-premise pour voir comment ils peuvent utiliser donc, la plateforme. Et puis, il y aura le témoignage d'Hélène aussi, Hélène Napoli, qui va nous faire un retour d'expérience sur plusieurs cas, donc sur Crédit Agricole Assurance. Et donc, pour avoir plus de temps justement à consacrer sur cette partie-là, on a proposé à Hélène d'intervenir le 5 novembre. Donc, n'hésitez pas, pour toutes ces bonnes raisons, donc, à vous inscrire sur le site. Donc, c'est la même page en fait que la page sur laquelle vous avez utilisé pour vous inscrire aujourd'hui. Et on vous attend donc le 5 novembre maintenant pour continuer ce cycle sur l'intelligence artificielle. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite pour ma part donc une bonne journée, un bon appétit et puis je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.